Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h sur Equinox Télévision ce soir. Députés et sénateurs appelés à fumer le calumet de la paix, les occupants de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement sont invités à cesser les querelles pour laisser place au travail. C'est ce qu'il y a à retenir de la session qui s'est ouverte ce jour à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et quand souffle l'air de liberté pour 116 prisonniers alors que 538 sont bénéficiaires de la grâce présidentielle, que faire des centaines d'autres qui attendent derrière les barreaux? Tentative de réponse en deuxième partie de ce journal avec un avocat, tout comme un ex-prisonnier nous livre son témoignage dans ce milieu carcéral. Bienvenue à tous et à toutes. Madame, monsieur, bien le bonsoir et bienvenue au journal. Rentrée parlementaire au Sénat, le doyen d'âge Fan Victor Moukete appelle sénateurs et députés à taire les querelles pour travailler dans la sérénité. Et dans la foulée de l'ouverture de la session du mois de mars au Sénat, l'UNDP n'entend pas rompre son alliance avec le RDPC, même pas lors de l'élection du président du Sénat. Élisée Bogba et Yannick Bazoua. C'est une session cruciale et pleine d'enjeux qui vient de s'ouvrir à la Chambre haute. La dénonciation du problème d'ego qui règne entre les deux chambres par le doyen d'âge Chief Moukete au cours de son allocution d'ouverture est un signal fort. Vous avez suivi le discours du doyen qui a parlé des fausses querelles qu'il y a entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est une querelle qui ne devait même pas exister. D'où l'appel à la conscience collective et au travail. J'attends de cette session beaucoup de sagesse de la part de mes honorables sénateurs. Notre nation doit certainement faire preuve de beaucoup d'imagination à travers ces représentants que nous sommes au Sénat pour que l'avenir reste toujours radieux. Pour les sénateurs, il est l'heure d'offrir aux populations le bon vivre dont ils ont besoin. Les populations s'interrogent. Qu'est-ce que le Sénat peut apporter dans leur vie quotidienne? C'est à nous de faire nos preuves pour dire que le Sénat n'est pas là pour rien que le contrôle gouvernemental et légiférer sur les lois. Nous sommes aussi là pour accompagner nos populations dans nos régions. Concernant la problématique d'une possible loi portant création d'une vice-présidence, les sénateurs de l'opposition émettent un droit de réserve. Moi, je suis comme Saint Thomas, je préfère toucher du doigt. Alors, si ça arrive, je me prononcerai, comme toujours, suivant mon intime conviction. Je pense qu'il est prématuré d'en parler maintenant. Dans quelques jours, nous en saurons beaucoup plus et je suis tout à fait disponible pour revenir donner mon opinion et celle de mon parti, l'UNDP, sur les projets de loi qui nous seront proposés. À la question de savoir, au cas où M. Niad est candidat, est-ce qu'il peut compter sur les voix de l'UNDP? Notre alliance gouvernementale prévoit qu'il y a une solidarité de fait et de droit, parce que notre plateforme est signée par les deux partis pour être solidaire aussi bien au gouvernement qu'au Parlement. Donc il va de soi que le candidat que présentera le parti majoritaire sera soutenu par l'UNDP. Vivement que l'appel du doyen d'âge soit compris de tous. Eh bien, le même appel a été lancé à la Chambre basse. La session du mois de mars qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale dans un contexte où le climat est tendu entre les députés et les sénateurs de la Chambre haute. Et dans la perspective du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, l'UPC exige avoir un poste au sein de ce bureau. Joël Issengue et Marcelin Gansab. Indépendamment des textes qui pourraient atterrir sur la table des députés, le principal enjeu de cette session de mars est le renouvellement du bureau de la Chambre basse du Parlement. Un renouvellement qui préoccupe au plus haut niveau l'Union des populations du Cameroun. Et dans la mesure où l'UPC n'est pas dans le bureau et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale préconise que le bureau doit refléter la configuration de l'hémicycle, nous estimons que nous devons être dans ce bureau-là. Je suis en train de vous parler pour que cela s'entende. Les députés sont également préoccupés par la qualité et la nature des relations qui lient les deux chambres du Parlement.
à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. L'année expérimentale 2013 a laissé voir des failles qu'il faut combler. Le fonctionnement du Parlement est un peu jeune dans notre pays. Quand on dit même un peu jeune, il est jeune, avec tout ce que cela comporte comme les maladies de la jeunesse. Donc, à mon avis, cet apprentissage va aller en se renforçant et en permettant aux deux chambres de bien fonctionner. Pour le moment, les uns et les autres sont en train de lire les différents textes, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur du Sénat qui est également opérationnel. Si on devait pouvoir nous écouter, on souhaiterait par exemple avoir le règlement intérieur en examen pour pouvoir véritablement l'arrimer, l'adapter au nouveau Parlement bicaméral, parce que les dispositions qui concernent les relations avec le Sénat n'y figurent pas, ainsi que la navette parlementaire. En attendant l'élection du bureau de la Chambre basse du Parlement, c'est au doyen d'âge, Eno Tanjon, et les deux plus jeunes députés qu'il revient la charge de conduire les travaux dont le coup d'envoi a été donné en l'absence de plusieurs députés, mais en présence d'un bon nombre de membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre, Philémon Yang. Mais alors que s'ouvre cette session à l'Assemblée nationale, les députés se disent perdus dans les supputations, faisant état d'un certain nombre de tests qui pourraient être soumis à leur appréciation. En attendant la réalité des faits, certains d'entre eux préfèrent se garder de tout commentaire. Je propose d'écouter quelques réactions de députés captées par notre reporter Marcelin Gansob. Nous allons donc dans un instant écouter ces députés à l'Assemblée nationale qui se prononcent après que des voix se sont élevées pour évoquer un projet de loi qui devrait porter sur le poste de vice-président au Cameroun. Je propose d'écouter ces députés. Décidément, nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions d'information. Évoquons à présent la grâce présidentielle. 116 détenus de la prison centrale de Douala ont retrouvé la liberté ce jour. Ce sont les seuls parmi les 538 détenus dans cette prison qui ont pu payer leurs contraintes par corps. Et se souvenant de leurs conditions de détention difficiles, beaucoup d'entre eux comptent désormais être des modèles pour la société pour ne pas se retrouver une fois de plus en taule. Le reportage de Dallas Chana et de Sylvestre Polizangaou. À signaler donc pour ce qui est de cette actualité, comme vous venez de l'apprendre, que 538 détenus de la prison centrale de Douala bénéficient de la grâce présidentielle, mais seulement 116 ont pu payer leurs contraintes par corps pour retrouver la liberté. Les 442 autres bénéficiaires de la grâce du président de la République ont fait entendre leur voix pour demander au pouvoir public et même aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Dans le reste de l'actualité, il faut intensifier la sensibilisation autour de la poliomyélite. C'est le message du secrétaire d'État en charge des épidémies au ministère de la Santé publique. Alim Ayatou était hier face à la presse à Kribi, dans la cité balnéaire, où un cas de virus de polio sauvage a été découvert chez un enfant de 4 ans. Le secrétaire d'État à la Santé publique en charge des épidémies, Alim Ayatou, est donc arrivé dans la région du Sud, précisément à Kribi, où il a sensibilisé, invitant notamment les parents jusqu'ici réfractaires et réticents à la vaccination, à faire vacciner effectivement leurs enfants. Des forces africaines affûtent leur stratégie militaire au Cameroun. C'est dans le cadre de l'exercice Central Accord 2014. Il s'agit d'un programme d'entraînement au cours duquel 1400 soldats africains et américains vont mutualiser leur tactique de livraison logistique par air. Il est aussi question d'améliorer l'assistance médicale et l'évacuation sanitaire dans un environnement hostile. L'exercice va se dérouler durant 13
ce jour à Douala, la capitale économique du Cameroun, et Yakoutaba, c'est dans la région de l'Ouest. L'objectif est de renforcer les capacités de réponse en temps de crise. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Edgar Alem-Bungo, a présidé la cérémonie d'ouverture à Douala ce mardi. Retournons à l'Assemblée nationale pour reparler de cette actualité. L'ouverture de la session du mois de mars et donc la rentrée parlementaire à la Chambre basse et des députés qui se sont exprimés après que des voix se sont élevées pour expliquer qu'un projet de loi serait en gestation pour le poste de vice-président. Plusieurs de ces députés estiment pour le moment se garder de tout commentaire. Je propose de les écouter. Nous vivons un peu dans l'ombre. Les projets de loi qui devaient être étudiés en cette session devaient nous être déjà parvenus. Nous n'avons encore rien. Ça veut dire que nous nageons dans l'ombre. Tout ce qui se dit de part et d'autre sont des rumeurs. Moi, je les considère comme des rumeurs. À l'absence d'un texte déposé au bureau de l'Assemblée nationale, je ne peux faire aucun commentaire pour l'instant. Nous sommes législateurs. Le législateur ne doit pas beaucoup parler parce qu'il est là pour légiférer. Et nous attendons justement le moment précis pour légiférer. Pour le moment, nous ne savons pas sur quoi nous allons légiférer, mais nous attendons. Et en tant que député, je dois attendre cette heure du jour, n'est-ce pas, pour travailler avec les autres députés par rapport à tous les projets qui nous seront présentés. Les députés, comme vous, suivent l'actualité avec toutes les supputations et autres, mais seulement nous ne pouvons pas faire de projection en ce qui concerne le contenu des textes ou la nature des textes qui vont nous être présentés. Et nous parlions il y a un instant de cette visite du secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies, Ali Mayatou, qui a séjourné dans la cité balnéaire Kribi hier, un moment au cours duquel il a invité parents et autres responsables à intensifier la sensibilisation autour de la poliomyélite. Il y est arrivé alors qu'un cas de virus de polio sauvage a été découvert chez un enfant de 4 ans. Joseph Abena. Voici la petite Mouminatou Ngopungo. Elle constitue depuis quelques jours un sujet de curiosité. Les analyses médicales ont confirmé la présence dans son organisme d'un virus de poliomyélite sauvage. Les effets de cette maladie incurable n'ont pas tardé. Elle présente des signes de fatigue inhabituelle et de paralysie au pied gauche. Il restait 3 jours de la rentrée scolaire, il nous a dit qu'il sent mal au pied. Et nous, parce que petit est parti faire un faux pas, et on a commencé à masser ça 3-4 jours, ça n'allait pas. Moi, j'ai envoyé sa maman avec elle dans un hôpital, là-bas on a ouvert l'hôpital Baptiste de Banso. Donc c'est là où on a pris ses selles et amené à Yaoundé. Et on a vu que l'enfant avait le polio. Cette situation malheureuse est à l'origine de la descente ici à Kribi du secrétaire d'État au ministère de la Santé publique chargé des épidémies. Ce cas coïncide parfaitement avec le même cas que nous avons découvert à Bangoura. Donc c'est la même famille de virus qui se promène à Bangoura qui est ici à Kribi. Et nous l'avons trouvé aussi dans le nord-ouest, dans la région de Tchakiri. Nous avons trouvé le même virus à Yoko, dans la région du centre. Mais le cas de Kribi a été détecté parce que l'enfant fréquente ici dans un établissement scolaire. Mais la directrice fait remarquer que la petite Mouminatou n'est pas en classe depuis le début du 2e trimestre, période des premières doses de vaccin. Mais depuis le 20 décembre, elle n'est plus à cette école. Donc oui, quand on prend les vacances de décembre au 1er trimestre, cet enfant va donc en vacances comme tous les autres enfants. Et le 2e trimestre qui commence le 6 janvier, elle ne vient plus à l'école. Pour le secrétaire d'État à la santé publique, il faut intensifier la sensibilisation. Nous nous adressons particulièrement aux chefs religieux, avec de grandes familles qui encore sont réticentes en matière de vaccination.
Nous souhaitons que l'administration territoriale, à travers ce démembrement, les chefs traditionnels, les chefs des églises, les imams des mosquées, fassent autant à travers tous les pays pour évacuer cette pandémie. La poliomyélite est très contagieuse. Elle n'a pas encore de traitement. La prévention reste l'unique option de survie pour les enfants. Drame dans la région du sud-ouest, un camion de la CDC écrase un homme sur sa motocyclette. Le véhicule en question, qui roulait à vive allure, a percuté une autre voiture à quelques centaines de mètres du lieu du premier accident. Robert Moukoubé et Jean-Paul Chouniat. Aux premières heures de la matinée, ce camion de la CDC a régné en grand maître de la chaussée sur le tronçon Michel-Tico. Lui tout seul impliqué dans 2 accidents de la circulation. Le premier choc a causé mort d'homme. La victime, Manfred Ndiaye, 64 ans, de surcroît, employé retraité de la Cameroun Development Corporation. Il a été percuté à mort sur sa motocyclette. Son fils a sauté de l'engin avant le drame. Le jeune homme a vu son père mourir. Juste le temps pour mon père de l'esquiver. Le camion l'a suivi. J'ai crié Jésus, puis j'ai entendu un bruit. Voilà comment ça s'est passé. Le conducteur ne s'est même pas arrêté. Le sexagénaire a eu le crâne broyé. Des gouttes de sang sur le camion en disent long. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Tico. Avant cet accident qui a ôté la vie à Manfred Ndiaye, le conducteur du même camion a aussi violemment percuté un autre véhicule. Le miraculé pasteur est sorti sain et sauf de sa voiture, au côté chauffeur complètement broyé. J'ai vu venir le camion de la CDC. Après, il a quitté son côté et venait face à moi. J'ai essayé de lui céder le passage. En un laps de temps, il m'a bousculé, m'envoyant dans la broussaille. Les véhicules accidentés et la motocyclette ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Tico. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances réelles de ces accidents. Ce n'est pas la première fois qu'un camion de la Cameroun Development Corporation est impliqué dans des accidents sur ce tronçon routier. Un autre accident de la circulation, cette fois à Yaoundé, et c'est un taxi qui s'est retrouvé dans un ravin. L'incident qui est survenu au quartier Etoguébé a fait un blessé et des dégâts matériels. Les populations dénoncent à la fois l'imprudence des chauffeurs et l'absence des dodanes et autres garde-fous dans la zone. Emmanuel Diop et Marcelin Gansob. Cette dame est inconsolable. Tout à côté d'elle, gît le corps inerte de son frère, dont l'identité n'a pas été révélée. J'étais au marché à Mbombi, on m'a appelé que mon frère, on veut me voir. À Tanambala, je suis parti arriver là-bas, on m'a dit que mon frère, on lui a assassiné et c'est pour cela que mon frère ici était un vendeur de poulet. Un mystère total entoure les circonstances dans lesquelles le jeune homme a trouvé la mort. Mais un examen rapide du corps permet de constater qu'il a été ligoté, puis battu à mort. On a vu le corps posé, on ne sait pas juste si c'est au quartier ou ce n'est pas au quartier. On ne sait où le corps sort, si c'est au quartier ou c'est ailleurs. C'est vraiment un spectacle comme ça nous fait mal. Les mobiles et les auteurs de ce crime restent inconnus. Ce d'autant plus que vraisemblablement, il aurait été tué ailleurs avant d'être déposé ici, à Okui, à la lisière du quartier Nkomo. On tue à côté, on vient lancer ici. Ce n'est pas bon. On tue quelqu'un comme ça, comment on prend, on cochon, on attache. Je ne voudrais plus ça. Que ça cesse. Dans la foule, les supputations allaient bon train. D'aucuns étaient favorables à la thèse d'un présumé voleur qui aurait été surpris en flagrant délit avant de subir les affres de la justice populaire. D'autres épousaient plutôt la thèse d'un assassinat déguisé aux allures de règlement de compte. Une troisième catégorie s'est souvenue des crimes horribles qui ont secoué le quartier Mimboman l'année dernière. Sauf que dans le cas d'espèce, aucun organe de la victime n'a été emporté. Ce qui en rajoute au mystère qui entoure cette découverte macabre.
Et il faut signaler qu'à la place d'un accident de la circulation, c'était bien là la découverte du corps d'un homme présenté comme un vendeur de poules dans un quartier de Yaoundé. Repartons à la prison centrale de Douala pour parler de la grâce présidentielle. 116 détenus de ce pénitencier qui ont retrouvé la liberté ce jour. Ce sont les seuls parmi les 538 détenus qui ont pourtant bénéficié de cette grâce présidentielle. Et parmi ceux qui ont retrouvé la liberté, se souvenant de leurs conditions de détention difficiles, beaucoup comptent désormais être des modèles dans leur société. Il en dit à nos reporters d'Alachana et Sylvestre Hippolyte-Zangaou. La main d'un jeune homme de 17 ans qui sert celle du procureur général de Douala. Tongwe Bruno reçoit en fait son bulletin de levée d'écrou. Il est désormais libre, après 10 mois de détention, à la prison centrale de Newbel, pour vol. La grâce présidentielle qui lui permet d'être un homme libre est une occasion à saisir pour devenir un citoyen respectueux des lois de la société, affirme-t-il. Je compte retourner à l'école et gagner ma vie. Ce sont au total 538 détenus de la prison centrale de Newbel qui bénéficient de la grâce présidentielle. Mais seulement 116 d'entre eux ont pu payer leurs contraintes par corps. Je suis content. Je suis très content. Nombreux sont ceux qui, se souvenant de leurs conditions de détention difficiles, ne souhaitent plus jamais y retourner. C'est très dur, c'est difficile pour s'en sortir. La vie de la prison est trop difficile. Je ne sais pas. Manger le maïs avec le riz. Vraiment, c'est pas bien. Il faut le dire, c'est pas bien. Il faut qu'on essaye de revoir la situation pénitentiaire à Douala. Une fois le portail de la prison centrale de Douala franchi, le ouf de soulagement est plus visible. Et il y en a qui ont choisi de regagner la maison à pied. Question de voir ce qui a changé dans la ville en leur absence. Seul. Eh bien, je signale que tout à l'heure, en deuxième partie de ce journal, dans quelques minutes d'ailleurs, nous reparlerons de la grâce présidentielle. Vous aurez le témoignage d'un ex-détenu de la prison centrale de Douala et ce qu'il faudrait attendre des 422 autres qui continuent d'être derrière les barreaux, des explications d'un avocat. L'actualité à l'international à présent, en Afrique du Sud, où le procès pour le meurtre de l'athlète paralympique se poursuit. Oscar Pistorius, l'accusé, a vomi hier au tribunal alors que le médecin légiste décrivait en détail les blessures subies par sa compagne. Des détails avec nos confrères de CCTV. Seul Oscar Pistorius peut se souvenir des derniers moments de Riva Steenkamp. Au tribunal, lundi, il a dû revivre ces moments. Mais pas devant les caméras, interdite de tribunal par le juge Thokozile Masipa. Je donne l'ordre qu'il n'y ait aucune diffusion du témoignage de M. Sayama. L'expert en médecine légale qui a conduit l'autopsie a déclaré que de tels détails pourraient compromettre la dignité de la personne décédée et de sa famille. Je présente mon témoignage sur la base du respect des principes éthiques de la médecine. Je m'oppose à la diffusion en direct de ce témoignage, mais j'accepte qu'ultérieurement certaines parties de ce témoignage soient rendues publiques tant que cela est fait d'une manière responsable et contrôlée. Rapidement, la Cour a suspendu la séance pour permettre à l'accusé de retrouver son calme, sans succès. Le médecin a décrit comment 2 autres coups ont touché la jeune femme à la hanche et au coude, et comment les balles étaient spécialement conçues pour causer un maximum de dégâts. Et dans ce qui semble contredire la version de Pistorius, il affirme que la victime a pu avoir mangé dans les 2 heures avant sa mort, à 3 heures du matin. L'athlète affirme qu'il s'était couché un peu après 22 heures. La défense a aussi marqué des points, en pressant de questions un garde qui a affirmé la semaine dernière qu'il a appelé Pistorius au téléphone après les coups de feu. Sécurité, tout va bien. Barry Roux a produit des archives téléphoniques qui montrent que Pistorius a appelé le premier. Avec d'autres témoignages d'experts dans les prochains jours, la journée de mardi ne s'annonce pas moins difficile.
Eh bien, je vous propose à présent de nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Je le disais il y a un instant, avec un ex-détenu et un avocat, nous reparlons de la grâce présidentielle qui profite à certains prisonniers. À tout de suite. Merci donc de nous retrouver pour la seconde partie de ce journal. Avec moi sur ce plateau ce soir, Maître Boniface Mounou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat. Je signale également que vous faites partie de cette organisation non gouvernementale dénommée Avocats sans frontières qui s'intéresse beaucoup au cas de détenus qui manquent de moyens tout de même. C'est exact. C'est bien cela. Eh bien, juste en face de vous, François Diffon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Je signale que vous êtes sorti de la prison centrale de Douala il y a juste quelques heures. Alors, vos premiers sentiments après avoir retrouvé quand même l'air de liberté? Oui, franchement, je suis très content. Et je vais devoir remercier le président Paul Biya de sortir ce décret pour libérer certains prisonniers. Et franchement, je suis très fier. Alors, vous avez passé 3 mois, près de 3 mois à la prison centrale de Douala. Vous avez été reconnu coupable, entre autres, d'abus de confiance. Alors, quel est l'environnement dans lequel vous avez séjourné à la prison centrale de Douala? Comment vous pouvez décrire ce milieu-là? Vraiment, ce milieu carcéral, c'est vraiment... C'est-à-dire, le mot me manque, hein, c'est vraiment très c'est très mauvais. Ce que j'ai vécu à la prison centrale de Douala, ça ne mérite pas d'être camerounais. Qu'est-ce que vous avez vécu précisément? En fait, à la prison centrale de Douala, le juge sort d'extradition d'un détenu. Il est 8 heures. À 11 heures, le détenu n'est pas à la cour d'appel, il n'est pas à la grande instance, il n'est pas au tribunal de première instance. On renvoie. Ça fait des années. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 12 mois, 13 mois. C'est pas bien. Et de 2, à la prison centrale de Nobel. Vous voyez, c'est un gamin. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Où va la jeunesse? Donc, vous estimez qu'il y a de la surpopulation carcérale qui est due parfois au fait qu'il y a des renvois dans les tribunaux ici et là. Alors, Maître Bonou Boniface, on apprenait tout à l'heure qu'à la prison centrale de Douala, il y a 538 personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle, mais seulement 116 ont pu retrouver la liberté. 422 doivent pouvoir attendre derrière les barreaux. C'est quand même un gap qui est énorme. C'est un gap qui est énorme, c'est vrai. Mais cela répond, n'est-ce pas, à cette disposition unique du Code de procédure pénale qui veut que lorsque vous êtes condamné à payer, n'est-ce pas, des frais de justice, que vous en acquittiez préalablement avant de regagner, n'est-ce pas, votre liberté. Nous, personnellement, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avons trouvé cette disposition inacceptable, que vous soyez, n'est-ce pas, libéré et qu'il faille absolument payer soit des dépenses, soit des amendes, n'est-ce pas, avant d'être libéré. Donc, ce gars-là s'explique. Voyez-vous, aujourd'hui, dans la région de Tchanjkwa, dans la région de l'Ouest, vous voulez dire? Oui, dans la région de l'Ouest et précisément dans le département de la Maine-Noire, près de 70 détenus devaient être libérés, mais seulement 7 ont pu être libérés simplement parce que seuls les 7 ont pu payer les frais dus à la justice. Mais la loi est pourtant claire sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises pour que l'on en arrive quand même à pouvoir désengorger les prisons au Cameroun? Je pense qu'il faut situer la réponse à votre question dans le contexte de la grâce présidentielle. Nous sommes quand même choqués de voir qu'il y a un déséquilibre dans le traitement, n'est-ce pas, dans l'exécution de cette mesure présidentielle. Voyez-vous, il y a des gens qui ont été libérés alors qu'ils avaient été condamnés à payer des dizaines de millions d'amendes. Alors, on ne nous a pas dit que ces gens ont payé des amendes avant d'être libérés immédiatement. Je peux me féliciter de ce qu'on ait libéré des gens. Mais qu'il y ait un traitement partiel, déséquilibré, il y a problème. Ceux-là ont été libérés spontanément, on ne nous a pas dit s'ils ont payé. Aujourd'hui, pour les autres, il faut absolument, n'est-ce pas, qu'on leur exige le paiement des frais de justice. Ça pose problème. Alors, si la mesure présidentielle, à notre sens, a été motivée par la décongestion de la population carcérale, l'exigence ultérieure
du paiement préalable des frais de justice me semble aller à l'encontre, n'est-ce pas, de la mesure présidentielle. Donc, il faut, si c'est une mesure de magnanimité présidentielle, il faut qu'elle profite de façon égalitaire à tous les détenus. Alors, vous qui avez séjourné à la prison centrale de Douala notamment, parlait tout à l'heure de ces cas de détenus qui devraient d'abord payer les amendes, les dépenses. Est-ce que cela a été le cas pour vous? Oui, moi personnellement, déjà je vais remercier M. Ados-Tonnet qui a eu à payer mes amendes. Bon, en ce qui concerne d'autres détenus à la prison centrale de Nouvelle, je vous rassure que sur 100, il n'y a pas 10 qui peuvent payer les amendes. Faites le constat, vous avez dit tout à l'heure que sur 800 quelque chose de détenus bénéficiaires... Enfin, sur 538, il y en a que 538, oui, autant pour moi, qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, il n'y a que 816. Et sur les 116, il n'y a que peut-être que 116 ou bien 20 qui ont payé leur amende. En attendant qu'on les libère, il faut qu'ils payent leurs amendes. Et qui doit les payer? Alors, s'il faut évaluer le nombre de personnes qu'il y avait, par exemple, dans votre cellule, autour de vous, comment vous estimez le nombre de personnes dans la prison? Lorsqu'on parle de surpopulation carcérale, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que c'est effectivement ce que l'on vit de ce côté-là? Franchement, la prison de Nouvelle est surpeuplée. Elle est vraiment surpeuplée. Il faut que le gouvernement, l'administration, prenne des mesures les plus appropriées pour libérer. Et je tiens à remercier ou à lancer un SOS aux procureurs, aux juges de faire très attention. Alors, c'est peut-être un appel qui semble être anodin. Il parlait tout à l'heure de ces lenteurs judiciaires qui peuvent tout de même expliquer la surpopulation carcérale, maître. Je crois que c'est un euphémisme que de dire que la prison centrale de Niobel est surpeuplée. J'y étais en septembre dernier dans le cadre d'une mission d'Avocats sans frontières, comme vous avez indiqué tout à l'heure. Je vous dis que cette prison est dépassée depuis au moins 20 ans. Il faut y faire un tour pour se rendre compte de ce que monsieur est en train de décrire, parce que vous voyez ce qu'on appelle des pingouins qui dorment à même le sol, en plein air, ils mangent là-bas, dorment là-bas, ils jouent là-bas, pour ne pas dire qu'ils se soulagent là-bas. Donc je pense que son appel est fondé. Il faut absolument que les autorités fassent quelque chose. Mais je voudrais quand même revenir sur la mise en application de la grâce présidentielle. Voyez-vous, nous sommes dans un environnement où généralement c'est les plus faibles ou c'est les plus pauvres qui payent. Donc, on a accordé la grâce, les prisonniers de luxe ont été libérés spontanément, mais les plus pauvres sont là, contraints de payer des amendes et des dépenses avant d'être libérés. Je dis, c'est unique, c'est inacceptable. Mais est-ce que vous avez la certitude de ce que ces prisonniers que vous appelez de luxe, que vous taxez de luxe, n'ont pas payé au préalable des amendes et autres? Nous connaissons tous à travers les médias. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a indiqué que ces gens ont payé le moindre franc avant d'être libérés. Par contre, il y a des médias, n'est-ce pas, qui partent de prison en prison pour nous dire que les gens ne vont être libérés que lorsqu'ils auront payé, se seront acquittés, n'est-ce pas, des frais dus à la justice. Mais personne ne nous a dit que ces gens ont payé quoi que ce soit avant d'être libérés. C'est cela qui est un peu gênant dans la mise en application de ce décret présidentiel. Donc vous parlez de 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures absolument. Jusqu'à ce qu'on nous dise que ces gens-là sont acquittés, eux aussi, des frais de la justice. Je n'ai rien contre eux. Je veux simplement que s'il y a un texte de loi, qu'il soit appliqué de la même façon, n'est-ce pas, à tout le monde, puisqu'il y a ce principe constitutionnel qui veut que nous soyons égaux devant la loi. Voilà. Alors, à vous, François Diffam, pour vous, l'avenir, maintenant, c'est quoi? Est-ce que vous allez retrouver vos activités d'avant-prison? Est-ce que pour vous, la vie, de façon ordinaire, va se dérouler comme avant? Oui, merci beaucoup, mais moi, je vais vous dire que j'ai passé 2 mois, quelques semaines à la prison de Nouvelle, et ayant une condamnation de 6 mois par défaut. Et par défaut, pourquoi? Et donc, vous avez bénéficié d'une remise de peine en passant de 6 mois à 3 mois. C'est pourquoi vous êtes remis en liberté. Bien sûr, bien sûr. Et bon, moi, ce que je veux dire, c'est que de 6 mois à 3 mois, pour ne pas dire 2 mois et demi, bon, voilà, c'est-à-dire que je remercie le président de la République pour avoir sorti. Alors, la suite pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer dès demain? Oui, je vais retrouver ma famille.
Et je rends grâce à Dieu, puisque Dieu est le seul juge. Peut-être qu'il a voulu que ça se passe ainsi. Moi, personnellement. Vous comptez vous relancer dans vos activités de façon normale, naturelle? Oui, 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 bien sûr. Et vraiment, j'ai un aveu. La prison de Noubel est invivable. Vous, les médias, vous qui êtes là pour nous, parce que je dis que les sans-voix, il faut que la prison de Noubel, que les autorités de ce pays essaient de revoir la situation des jeunes incarcérés à Noubel. Ça ne vaut pas la peine. Alors, on va peut-être avancer sur la question de surpopulation carcérale, maître Boniface Bono. Maintenant qu'il y a ces 422 autres personnes, cela suppose qu'il y a encore du monde à faire partie de la prison centrale de Noubel. Au-delà de la loi, qu'est-ce qui peut être fait pour ces personnes? Non, au-delà de la loi, ce qui peut être fait pour ces personnes-là spécifiquement, je crois que c'est un autre geste de magnanimité du président de la République. Si tant il est que le décret de grâce a été motivé par une volonté de décongestion des prisons du Cameroun. Je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'il continue en demandant que ces gens-là soient libérés sans bourse déliée. Parce que si nous en tenons à ce que nous voyons aujourd'hui, il va de soi que d'ici à 1 mois, 6 mois, 2 ans, certaines personnes, certains détenus ne seront pas libérés parce qu'ils n'ont pas de l'argent, n'est-ce pas, pour payer afin d'être libérés. Mais je voudrais quand même embrayer sur la question de la surpopulation carcérale pour dire que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sachent qu'ils sont potentiellement des prisonniers. Et que lorsqu'ils détiennent le pouvoir aujourd'hui, qu'ils pensent à améliorer les conditions de détention dans nos prisons. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être en prison pour dénoncer, pour dire les populations sont mais mal construites, il y a de la surpopulation, il y a de la promiscuité. Non, pendant que vous êtes aux affaires, pensez, dites-vous bien que demain vous pouvez être détenu et vous travaillez de façon républicaine. Ça, c'est le message que je lance à tous ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. À l'endroit des magistrats, des ministres et autres. Pas seulement. Les magistrats ne construisent pas les prisons. Ouais. Ils appliquent la loi. Ceux qui sont autour de l'administration pénitentiaire. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Merci à vous, François Diffom, d'avoir accepté cette invitation. Je propose, je vous souhaite un très bon retour au sein de votre famille et que vous recommenciez normalement vos activités. Merci beaucoup. Merci également à vous, maître Boniface Mbonou, pour toutes ces informations et même ces éclairages. Bonsoir Sandrine, plaisir le mien. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette édition du journal Equinox Télévision. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.